Maria Mutambaru ni mushiki wanjye Mutambaru ngumuhomba kaba mubyara wawe ko twarabavandimwe abahani n'abahageni ni muhomba ese namwe ngwabo ni bene wacu. Ce monstre qui nous a tués a été conçu dans le ventre colonial, mais il est né chez nous, au Rwanda. Il a grandi, il a été nourri, élevé sur nos collines, dans nos foyers, par des Rwandais. Nos premiers gouvernants, ceux qui, au nom de la démocratie, ont aboli la monarchie, ce sont eux qui ont distillé la haine chez les uns et la honte chez les autres. Ils ont installé le peuple dans une logique de crime. Ils ont inauguré cette république ethnique où tous les Rwandais n'étaient pas égaux devant la loi. Ils ont entretenu une culture de l'impunité. Comme l'éclair précède le tonnerre, la pensée a précédé l'action. De longue date, elle a endormi les consciences. Elle a savamment orchestré le crime. Elle a planifié et structuré la machine génocidaire. Tu ne tueras pas, dit la loi. Eux, ils ont dit, tu tueras. Tu tueras ton voisin, ton filleul, ton neveu. Tu tueras ta femme et la femme de ton frère. Tu les tueras tous quand je te donnerai le signal.
Quand je te dirai, le travail peut commencer, tu les massacreras. Les petits comme les vieux, les grands, les clairs, les foncés, tu les tueras jusqu'au dernier. Tu tueras et ce sera un acte civique. Tu auras mérité de la patrie. Dans la société du crime, les assassins sont respectés. Ce que t'a enseigné cette loi, nous les connaissions, nous leur obéissions. Qui était-il? Sinon, nos bourgmestres, nos gendarmes, nos médecins, nos prêtres. Qui a constitué les listes? Qui a marqué les maisons? Qui a acheté les tonnes de machettes? Qui les a distribuées? Qui? Sinon, les plus hautes autorités du pays. Amis, nous ne prétendons pas savoir exactement pourquoi, sur les vertes collines du Rwanda, des fils de Gihanga ont coupé d'autres fils de Gihanga en morceaux. Mais nous croyons comprendre ceci. Arrachés pendant un siècle jusqu'aux racines mêmes de la culture d'un peuple, et vous planterez d'un même élan, dans chaque tête, les germes du crime. dore musa n'urupfu rw'abene gihanga mwambaye urupfu rw'abene gihanga kumwisasi y'urupfu rw'abene gihanga kumwi yorosha urupfu rw'abene gihanga nimwumve ese namwe ngwabo ni bene wacu ngwabo ni bene wacu ngwabo ni bene wacu nimwumve ese namwe ngwabo ni bene wacu. Êtes-vous satisfaite par ces explications? Je les trouve convaincantes. Pas vous? Si. Pourtant, nous ne savons toujours pas ce qui se passe dans la tête d'un homme qui assassine son voisin, avec qui chaque jour, sur le seuil de sa porte, il parlait, ou sur le trottoir de l'école, lorsqu'ensemble, ils venaient rechercher les enfants. Nous ne savons pas. Je suis ici. Vous êtes là. Un jour. Un jour de haine. J'arrive. J'ai une machette à la main. Je vous insulte. Je vous frappe. Et je ris de votre mort.
Comment est-ce pensable? Puis-je me permettre de vous montrer quelque chose? La photographie de mon grand frère. Regardez. Il est mort à Auschwitz, lui aussi? Ma mère est morte à Auschwitz et mon père et mes grands-parents, pas mon frère aîné qui avait déjà 12 ans. On nous avait cachés, lui et moi, au plus profond de la campagne, chez de braves gens. Vers la fin de la guerre, nous sommes revenus à Kielce, une petite ville au centre de la Pologne. Il y avait là 150 juifs rassemblés, des rescapés. Et mon frère était joyeux d'avoir échappé à l'extermination, triste aussi à cause de la mort des siens. Et voilà, tout soudain qu'une pierre brise la vitre. Et des cris qui montent. Un jet de haine. Ce sont eux, disait une voix. Ils volent les enfants. À mort, disait une autre voix. Ils ont assassiné un enfant dans la cave de cet immeuble. Ils voulaient son sang pour faire du pain azim. Hurlait une troisième. Ils massacrèrent 42 des nôtres. Massacrèrent 42 juifs rescapés. Moi, je m'étais caché sous une armoire. Quand je suis sorti, j'ai vu mon frère couché près de la porte. Son visage était défoncé par les coups de pelle. Beaucoup d'autres victimes avaient également le visage défoncé. Raconter cette histoire vous a été pénible. Je le sens. Je suis toujours dans la honte quand il me faut la raconter. L'émotion ne m'aide pas à penser. Parlez encore. Je vous en prie. Que ressentez-vous exactement? Je me sens salie. Le seul fait d'entendre cette histoire, c'est comme une boue dans mon cœur. Ainsi, dirais-je, se signale le mal absolu. Victime ou témoin, on ne peut l'évoquer sans en être souillé. Mais pas le bourreau. Les assassins de mon frère sont repartis joyeux, apaisés sans doute. Jadis, on graciait le pendu dont la corde s'était rompue. Vous approchez. Qui tueriez-vous 2 fois, 3 fois, 10 fois, si nécessaire? Je ne sais pas. Un virus, par exemple. Une vermine venimeuse, un rat. Ah. Voilà, vous y êtes. Maintenant, vous pouvez tuer l'enfant du voisin, ce n'est plus un enfant. Vous pouvez éclater la tête du rescapé. Ce n'est pas un homme, mais une erreur. Les rats doivent disparaître. Si certains réchappent, il faut finir le travail, voilà tout. Comment peut-on me faire croire qu'un homme n'est pas un homme? Par la souffrance, l'éducation et l'impunité. La souffrance cherche une cause, l'éducation la désigne, l'impunité encourage et libère. Quand une population en arrive là, ce qu'elle peut entreprendre dans l'ordre du crime est sans limite, infini, littéralement.
Vous pensez que tout le monde peut ainsi s'aveugler? Il y a des jours où je comprends les assassins. L'horreur nous mange aussi de l'intérieur. Je ne le crois pas. Il y a des infamies sournoises et vous y avez cru. Lesquelles? Vous cherchez à m'effrayer? Voulez-vous en entendre? Je veux tout entendre. Alors écoutez, regardez. De quoi parlez-vous? Je ne vois rien. Elles sont là. De qui parlez-vous? Les hyènes. Elles sont là. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous en prie. Je vous en prie. Chère madame. Chère madame. Bibibi. Bibibi. Je m'appelle monsieur, c'est comme ça. Et je suis votre ami. Que de questions, que de soucis. Oh là là, quel chagrin. Mais rassurez-vous, le Rwanda, on n'y est pour rien. On n'y est pour rien. Depuis la fin des colonies, là-bas c'est l'anarchie. Les Africains, oui c'est comme ça, ne voient que leur ethnie. Corruption et dictature, massacre et sorcellerie. Dès qu'on a tourné le dos, ils repartent à zéro, ils repartent à zéro. Nous n'y pouvons rien, c'est comme ça, chère madame. Bibibi, yeah. Voulez-vous chanter avec moi? Tralalalala, tralalalala. Je connais très bien la chanson. Je vous dis 3 fois non. Laissez-moi passer mon chemin. Je veux aller plus loin. J'ai ma tanière au Quai d'Orsay et je suis agacé. D'aucuns voudraient mettre la France au banc des accusés. Pourtant je pose la question, répondez oui ou non. Le Rwanda n'était-il pas victime d'une invasion? Victime d'une invasion, bon. Au Rwanda, n'est-il pas vrai? Ce sont des Africains qui ont tué des Africains. Oui, sacré nom d'un chien. Nous avons fait de notre mieux pour séparer ces fous. Mais là-bas, un génocide, ce n'est pas comme chez nous. Ce n'est pas comme chez nous. La France a tenté l'inouï pour la démocratie. Elle a dépensé des millions en balles et en fusils pour la défense du français contre la barbarie. Tout ce sang versé, c'est la faute aux États-Unis. C'est la faute aux États-Unis.
Ne jouez donc pas la gauchiste à ces idées simplistes. Voulez-vous chanter avec moi? Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Je connais très bien vos discours, car j'y ai cru un jour. Sous vos ongles, je vois du sang. Remettez vos gants blancs. Permettez-moi de saluer la plus belle des consoeurs. Journaliste sénégalais, je comprends votre cœur. Vous voudriez des responsables à cet affreux malheur. Et voilà le hic, tout le monde était des massacreurs, était des massacreurs. Hey! Vous autres blancs avez coupé les peuples et les ethnies, et à coups de frontières absurdes, tracez vos colonies. Votre héritage, le voilà, Hutu, Tutsi et toi, se sont tous entretués dans le joli Rwanda, dans le joli Rwanda. Il n'y a pas eu génocide, c'est bien plus compliqué. J'ai l'impression que les Tutsis vous ont intoxiqué. N'oubliez pas que les Hutus sont la majorité. C'est contre la dictature qu'ils ont tous résisté, qu'ils ont tous résisté. Hey! Vive Marianne, vive l'Élysée, vive le Précaré. Voulez-vous chanter avec moi? Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Votre journal parle d'Afrique. Mais d'où provient le fric? Laissez-moi passer mon chemin. Je veux aller plus loin. Vous allez droit vers le suicide. Ne soyez pas stupides. Nous n'allons pas nous déchirer à cause des Rwandais. Comment pourrez-vous les aider si vous êtes isolés? Chantez, chantez, chantez avec nous. Ou cassez-vous le cou, ou cassez-vous le cou, ou cassez-vous le cou, ou cassez-vous le cou.
Les tambours, Ingoma, appellent au ralliement. Les hyènes, ici sur le théâtre, pour un bref instant, nous les avons chassés. Mais cette victoire n'est qu'un court répit. La veillée d'armes appelle tous les hommes à rester éveillés. ndayibimbura cyizera rurikanwa rw'ingenzi ndindamarugamba bakesha kubinyamibwa mpana maraharo nirobutsaho yahuruje kurinda nirwagiriza intwari ze nirucikiriza abo yahatse iyo twataramanye na ruhebye inkiko yaho mu makuba ruhebye impuzi guhunga n'amararo umugambi w'impunzi nkawitarika inyamibwa y'abatosi nkukanyera imihigo uyatwakarabana n'umwisha n'iterero
Je lutterai pour la vérité, avait dit Bibi. Et elle le fit. Se dépensa beaucoup. Tout doit être montré, rendu public, proclamait-elle. Nous le devons à un seul visage, et aussi à 1 million de fois un visage. Petit à petit, ses supérieurs commencèrent à s'inquiéter de son zèle. Qui sait où une bonne intention peut mener? Un matin, elle vint au studio. Cette nuit, c'était la nuit anniversaire, la nuit où le génocide commença. J'ai eu 3 visions, dit-elle. Oui, 3 visions. Pendant que le sommeil tardait et que je me tenais assise, inquiète, raide dans mon lit. Dans la 3e vision. Dans la 3e vision, j'ai vu un spectre hanter la roche de Solitray. Dans la 2e. Dans la 2e, je volais au-dessus des chutes du Niagara. Dans la 1re. Dans la 1re, j'ai gravi les pentes du Golgotha. J'étais sur le chemin du calvaire, me tenant humblement derrière la très sainte mère de Jésus. Lorsque celui-ci parut, portant sa croix sur son épaule, je vis la très sainte femme tressaillir de toute son âme. Et moi aussi j'étais agitée. Le Dieu fait homme avançait péniblement. Bientôt, il
tomba sur le sol. Me retournant, je vis un homme qui pleurait. « Qui êtes-vous » lui dis-je, et il se nomma. J'étais évêque au Rwanda, quand les malheureux Hutus relevèrent enfin la nuque, et qu'il fut mis un terme à l'arrogante domination Tutsi. C'était en 1959. Et il continuait de pleurer. Et moi, je dis alors à cet homme que je ne comprenais pas comment des chrétiens avaient pu en arriver là. Une race se libère, une autre race la servissait. Faut-il expliquer plus? Je ne nie pas l'existence d'une domination Tutsi, sans doute violente, brutale. Mais certains Tutsis seulement exerçaient la domination. D'autres étaient pauvres, sans pouvoir. Et tous étaient également des fils de Dieu. Le Tutsi est cruel, dur, toujours cruel, toujours dur. Et les enfants? Fallait-il massacrer des enfants? De quoi sont coupables des enfants encore dans le ventre de leur mère? Il fallait éradiquer une injustice. Vous n'avez pas vécu là-bas. Comment pourriez-vous comprendre? Lorsque j'ai pu aider au relèvement de la race Hutu, je l'ai fait dans l'enthousiasme, dans la joie de celui qui sait qu'il agit bien. Mon bras bougeait au vent de la providence. Je n'ai réclamé la mort de personne. J'ai prêché l'harmonie, l'égalité et la justice. J'ai vu devant moi un peuple majoritaire et j'ai demandé que cette majorité-là soit à la tête du pays. Quoi de plus naturel? Mes prédécesseurs avaient soutenu la race Tutsi. C'était une maladresse, une injustice. Je le reconnais. Il fallait revenir à un bon équilibre. Et si, au fil des années, la mort violente est néanmoins venue, massive, effrayante, c'est que Dieu, qui voit ce que nous ne voyons pas, et qui sait ce que nous ne savons pas, a jugé bon qu'il en soit ainsi. Regardez, ma sœur, ce que le Très-Haut, le Père, exige de son Fils. Voyez Jésus comme il souffre, lui de race divine. Ils l'ont flagellé, ils lui ont craché au visage, ils ont enfoncé sur son front la couronne d'épines. Et maintenant, dans la moquerie et l'insulte, ils le conduisent à la mort pour que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Et il a été mis au rang des méchants. Irez-vous contre cette dure sagesse-là? Qui n'aimerait que l'amer calice ne s'éloigne de ses lèvres? Croyez-vous que je chérisse cet amer calice qui est devenu ma révolution rwandaise? Je tiens ce qui s'est passé au Rwanda pour une chose épouvantable. Mais je soutiens également que si elle est advenue, c'est qu'elle devait advenir. Et je vous demande, moi, de chercher au fond de votre âme les raisons de la souffrance et du sacrifice d'une race. Les Juifs aussi ont beaucoup souffert. Croyez-vous que ce soit sans raison? Pauvre Rwanda, pauvre terre bénie, Dieu ne persécute pas à la légère. Il ne déclenche pas son courroux par caprice.
cortège s'était remis en route. Lorsque Jésus passa devant nous, l'évêque pleurait de plus belle. Il se frappait la poitrine. Et il disait à Jésus, Seigneur, Seigneur, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi. Lorsque vous serez arrivé en votre royaume. Lorsque vous serez arrivé en votre royaume. Je ne sais pas ce qu'il advint après. Je sais seulement que j'ai fermé les yeux. Un long moment. Et que c'est d'abord le fracas des eaux que j'entendis. Un grondement de fureur. Je sentis que toute pesanteur m'avait quitté. Je volais librement dans les airs. Lorsque je rouvris les yeux, je vis sous moi le bouillonnement des chutes du Niagara. Un homme se tenait là, et un autre s'approchait de lui. Général, c'est une folie. Venir ici en pleine nuit, ne voyez-vous pas le danger? Pourquoi? On y voit comme en plein jour. Avançons. Pardonnez-moi, mais je reste ici. Avez-vous peur? Mais la falaise est trop haute et le vent souffle fort. Venez. Ah. Les chutes du Niagara. Quel spectacle! Les plus belles chutes qu'on puisse imaginer. Non? Vous ne trouvez pas? Monsieur, le secrétaire général... Approchez! Pas mal. C'est abîme, non? Monsieur, le secrétaire général... Et que vais-je devoir dire au secrétaire général des Nations Unies? Qu'il m'a envoyé un émissaire peureux? Pensez-vous? Je vous assure que vous ne verrez rien d'autre qu'une eau déchaînée. Rien d'autre. Je le jure. Aucune trace de visage d'homme qu'on assassine. Pas une goutte de sang. Pas de ventres ouverts. Pas de poignets coupés. Pas d'enfants et de femmes égorgées. Donc rien qui puisse vous faire peur. Le bruit des chutes du Niagara est bien assez fort pour couvrir les millions de cris venus d'Afrique. Vous ne croyez pas, monsieur? Si, général. C'est loin, l'Afrique, pour un homme blanc, très loin. Monsieur, le secrétaire général des Nations Unies, oui. S'inquiète? Il s'inquiète? Le secrétaire général s'inquiète? Oui. Pour moi? Oui. Oh, c'est gentil. Je suis touché. J'aurais préféré, je vous l'avoue, qu'il s'inquiète davantage d'1 million de Rwandais massacrés. Mais à New York, on ne le savait peut-être pas. C'est loin de tout. New York. D'Afrique, les nouvelles sont lentes à parvenir. Le cauchemar du génocide rôde sur le Rwanda depuis 30 ans. Mais c'est un point d'information qui trouve très difficilement l'oreille des nations civilisées. Général, nous savons que ce qui s'est passé au Rwanda vous a profondément choqué. Choqué? Oui. Ne trouvez-vous pas le mot un peu faible, monsieur? Sans doute, général. Mais dans la diplomatie, c'est votre façon de faire. Mesuré, prudent. Moi, j'étais sur place. J'attendais pour pouvoir intervenir militairement. J'attendais du matériel. Et j'attendais un feu vert. Une force équipée, mandatée, déterminée aurait pu arrêter les massacres. Mais voilà. Il fallait être bien sûr qu'il s'agisse d'un génocide, n'est-ce pas?
C'est difficile à définir, ces choses-là. Les morts civiles s'entassaient sur les écrans de télévision. Il ne fallait surtout pas se précipiter. Oui, mais les Nations Unies ne peuvent aller ni plus loin ni plus vite que les pays qui la composent. Vous le savez aussi bien que moi, général. Notre organisation est tributaire de la volonté des États. Dans ce cas-ci, de la criminelle absence de volonté des États. Monsieur, le monde entier va vous interroger. Que direz-vous? Vous voulez le savoir? J'ai honte. Je baisse la tête comme un homme qui a perdu toute arrogance. J'ai honte d'avoir dû rester les bras croisés, d'avoir vu ce que j'ai vu, d'avoir su ce que j'ai su et de n'avoir pas pu intervenir. J'attendais un signe de la communauté internationale, mais rien n'est venu. Un silence de lâcheté, des oreilles qui se ferment, des États qui, en poussant des gémissements d'indignation, acceptent que le mal s'accomplisse. Voilà le triste spectacle de notre impuissance et de notre faute. C'est ça que je dirais. Et ceci encore. Certains jours, quand le souvenir de ce qui n'a pas été fait devient trop lancinant, je marche au bord des chutes du Niagara. Le tumulte de l'eau y est si fort qu'il me mouille le visage. Mais ce qui coule des yeux, ce sont des larmes. Monsieur, je vous adjure de reprendre votre sang-froid. Dois-je vous rappeler à vos devoirs de réserve? Cher ami, venez plus près du vide. Je ne vous entends pas bien. Mais à quoi peut bien nous servir une fin pareille? Il ment, le général larmes amères. L'épouvantail mélancolique se cache derrière son secrétaire général. Pas de mandat, pas de feu vert. Mais son mandat, en toutes lettres, lui ordonnait de protéger la population. Là était son devoir. Les armes dont il disposait pour arrêter les assassins, ces hommes les ont graissées entre deux parties de cartes à la caserne. Et pendant ce temps, le couteau nous déchirait. N'as-tu rien dit? Vraiment rien dit? Je n'ai rien pu dire. Car à ce moment, j'ai agité les bras comme une à qui manque l'habileté de l'oiseau lorsque survient le danger. Et inquiète, j'ai vu disparaître les chutes. Je ne percevais déjà plus le fracas, un son très doux l'avait remplacé. En tout cas, je sentais la terre sous mon pied. Je marchais d'un bon pas, m'appuyant à une canne. Me retournant, je vis que je n'étais pas seule. Je vis deux hommes s'approcher de moi. Ils ne me voyaient pas. Et l'un disait à l'autre, « Monsieur, nous voici au sommet de la roche de Solutré. C'est ici qu'il faut attendre. » Monsieur, nous voici au sommet de la roche de Solutré. C'est ici qu'il faut attendre. Ce que tu prétends, est-ce la vérité? Oui, monsieur. On a vu votre père. Quand? À plusieurs reprises. Des paysans l'ont vu comme de son vivant remonter le chemin escarpé de la roche. Et tu dis qu'il se tenait ici? Waouh! À cet endroit précis. Faudra-t-il attendre longtemps? Ah! Regardez! Voici la chose. On dirait qu'elle cherche à parler à quelqu'un. Je le crois bien, ça vient vers nous. Laisse-moi. Je vais lui parler. Ah, monsieur, prenez garde à vous. Hein? Retire-toi. Est-ce toi, mon fils? Qui êtes-vous? Nomme-vous. Je suis l'esprit de ton père, condamné à la nuit aux flammes, jusqu'à ce que mes erreurs soient consumées et purifiées. Père! Mon fils, j'ai des reproches à te faire. Tu sers bien mal ma cause. On dit partout qu'on voit des morts d'Afrique
réclamer justice sur les ondes. C'est vrai, père. Et toi, tu m'en as rien dit. Je n'osais pas, père. Homme de peu de foi, tu devais m'avertir. Doutes-tu de moi? Non, je ne doute pas. Mais j'ai peur. Peur de quoi? Là-bas, ils blasphèment. Ils sont virulents. Oh, les plus pondérés disent qu'un lourd soupçon de complicité pèse sur vous. Mais certains, poussant la violence verbale au-delà du tolérable, vous appellent... vous appellent... Tonton Machette. Tonton Machette. Tonton Machette. Tonton Machette. Ici même, chez nous, certains de vos anciens ministres disent publiquement que le mal a été commis. Rocard? Oui, c'est lui. Cet homme est un traître, un ministre félon. Est-ce ma faute si la violence d'Afrique s'est déchaînée? Dans ces pays, la barbarie est chose commune. Il le sait aussi bien que moi. Je n'ai rien à voir avec les massacres du Rwanda. C'est une terrible réalité, bien sûr, mais la France est sans reproche. Aucun reproche. Je n'allais tout de même pas abandonner ces territoires aux Ougandais, aux Américains, aux Anglo-Saxons. Cette vieille crapule d'Abiyalimana, c'est tout ce que j'avais sous la main. Au moins, il parlait correctement le français et il allait à l'église. C'était déjà pas si mal. Je n'ai pas voulu cette tragédie. Je ne l'ai pas cherchée. Même un président de la République, même moi, je ne fais pas toujours ce que je veux. L'auras-tu dit? Oui, père, j'ai été ferme. Un jour, des médias anglais vous ont accusé de tous les maux. Savez-vous ce qu'ils ont osé me demander? Monsieur, que pensez-vous de l'allégation suivante? Cette machine à tuer n'aurait jamais été opérationnelle si vous et votre père n'aviez donné à ce gouvernement de tels encouragements. Et qu'as-tu répondu? Je leur ai crié « Bullshit !» Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quelque chose comme « merde » ou « va te faire foutre ». Alors, pourquoi n'avoir pas dit « merde » ou « va te faire foutre » ? Depuis quand parlait-on anglais aux Anglais? Est-ce que le français ne suffit pas? Le général Cambronne, à Waterloo, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Parfois, la France perd la bataille, mais toujours en français. Il faut faire quelque chose. Demain à 20h, je pourrais peut-être faire une apparition sur les télévisions. Qu'en penses-tu? Vous allez apparaître à la télévision? Eh mais les Rwandais le font bien, pourquoi pas moi? C'est bien. Ben dis, tu me crois pas capable? Mais si! Quand j'étais vivant, j'ai toujours fait un tabac. Monsieur! Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pardonnez-moi, mais il faut partir et vite. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Là-bas, un groupe de femmes rwandaises. Elles avancent, elles viennent à vous. J'ai tenté de les arrêter, j'ai dit « Femmes, restez où vous êtes, que voulez-vous » Et l'une d'elles répond « Si le président est là, qu'il nous dise pourquoi des soldats français ont appris à nos ennemis les façons de nous tuer. » Et une autre dit encore « Si le président est là, qu'il sache que j'ai travaillé à l'ambassade de France pendant 10 ans. J'étais secrétaire, j'étais apprécié. Les soldats français arrivent, ils les évacuent les blancs. Et moi, qu'allez-vous faire pour moi? Et-je demandais si vous ne faites rien, je suis morte. » Les soldats sont embarrassés. Ils voient bien que j'ai raison. Ils s'excusent. On a des ordres. Ils partent. Les extrémistes hutus se réjouissent. Ils viennent et nous massacrent. Ainsi parlent toutes ces femmes et la colère de tout monte vers vous. Et ensemble elles crient « Président, montre-toi et dis-nous pourquoi tu protèges les assassins. Doméram !» Père, ça se gâte. Il faut partir. Venez vite. Je suis ému. Le malheur de ces hommes et de ces femmes me touche. Accueille-les en mon nom. Dis que je souffre. Dis-leur de se méfier des emportements de la vengeance et de ne plus faire confiance à leurs nouveaux amis américains. Comme tous les États, l'Amérique n'a en vue que ses intérêts. Dis-leur aussi que ce qui est arrivé au Rwanda est une tragédie et que j'aurais voulu que cela ne se produise pas. Je n'ai pas choisi mon allié. J'ai seulement voulu sauvegarder l'influence française en Afrique
j'ai échoué. Une France qui perd son influence dans le monde, c'est aussi une tragédie. Adieu mon fils, adieu. Lave mon nom du crime dont on l'accable, et que le peuple de France se souvienne de moi. Après avoir parlé, Bibi demeurait silencieuse. Moi, je n'osais rien dire. Je voyais bien qu'elle était habitée d'un grand désarroi, que le rappel de ses visions l'avait plongée dans d'autres visions, et que ces visions allaient en engendrer d'autres encore. Au terme d'un long cheminement intérieur, elle dit seulement: Les fantômes sont dans ma tête. Ils n'en sortiront jamais plus. Et me nommant par mon nom, elle dit encore qu'elle me savait gré d'être là, d'avoir veillé avec elle. Elle dit: Maintenant, il faut que les choses s'accomplissent.
Dos Santos, tout le monde est-il bien arrivé? Oui, Bibi, les témoins sont dans cet hôtel, ils se tiennent à notre disposition. Bien. Je rappelle que nous commençons par la vision des images du génocide. Sans préparation. Sans autre préparation que mes quelques mots d'accueil. C'est ce que nous avions décidé. C'est votre idée? Oui, c'est mon idée. Mais je ne suis toujours pas sûr que ce soit la bonne, je me permets de vous le redire. Bonjour à tous. Monsieur? Dos Santos m'a prévenu. Je voudrais voir les images. Ça ne vous ennuie pas, Bibi? Si. Cela m'ennuie un peu. Ne prenez pas la mouche. C'est mon boulot de responsable de l'UER et compte tenu des circonstances... ni ingabo zayo mu by'ukuri inkotanyi zizashyira ibyo birumvikana ko zizashyira zikarangira rwose muri iki gihugu urebye ko zipfa wagira ngo zirazuka ariko zo ziribeshya ngo zirazuka ariko ntabwo zizuka zirashyira buhoro ariko se mama noneho za nkotanyi zanerefonaga zagiye he zigomba kuba zarashize inga twiririmbire muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya.
ingabo zayo mu by'ukuri inkotanyi urebye uko zipfa wagira ngo zirazuka ariko zo ziribeshya ngo zirazuka ariko ntabwo zizuka zirashyira buhoro 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 muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya. muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya. Épouvantable, c'est glaçant. Ce sont les faits. On a beau savoir, on ne comprend pas. Vous comprenez, vous, Dos Santos? Je sais, monsieur. Cette explosion de violence, toute cette haine. Caïn tue Abel. Voilà. Depuis la nuit des temps, Caïn tue Abel. En tout cas, ces images, quel choc. L'émission commence comme ça. Oui. Pourquoi? Par un coup de poing à l'estomac, en somme. Bibi pensait... C'est fort. Vous ne craignez pas de mettre directement le spectateur KO? Moi, j'ai mon opinion. Impossible de passer ça, il faut une introduction. C'est ça, l'introduction. On tue, cela produit des cadavres, puis des os, puis plus rien. L'herbe repousse déjà. À nous d'empêcher qu'avec les os ne disparaisse aussi la mémoire.
Tout de même, voyons lucidement les choses. Il est 20h40, la publicité vient de passer, les gens se mettent à table et dans leur assiette, que trouvent-ils? Ça. 8 minutes de ça. Pardonnez-moi, c'est un peu indigeste. Trop, c'est trop. 8 minutes pour évoquer 3 fois 30 jours. 3 fois 30 jours de 24 heures. 8 minutes d'image pour 2160 heures d'agonie. C'est trop. Bibi, ne m'emmerdez pas avec votre comptabilité. Vous savez comment ça va se passer? Les 2 premières minutes, les gens seront révoltés. Ils sont remplis d'effroi. À la 3e, ils seront écœurés. À la 4e, ça ne leur fera plus rien du tout. Et à la 6e, ils commenceront doucement à rigoler en disant « Ça va, on a compris ». Mais qu'est-ce qui vous dérange tellement, monsieur? Et ne convient-il pas ici de déranger? Si je dis tranquillement 1 million de morts, vous ne sursautez pas. Si je montre quelques dizaines de corps, vous voilà révulsés. Pourquoi? Le monde a ses lois. La télévision aussi a ses lois. Le téléspectateur n'a pas à être brutalisé, ni démoralisé, ni culpabilisé. Ce qui se passe en Afrique n'est tout de même pas de sa faute. Mais on pourrait couper, resserrer le montage. Quel sera l'effet? Au lieu d'attirer, d'intéresser, vous allez rebuter. Je ne sais pas si la télévision a ses lois, mais c'est certainement un langage. Si on y met un rythme rapide, soutenu, je suis sûr que ça aura un tout autre impact. On aura dit la même chose. L'essentiel. Sans agresser le téléspectateur. Vous ne croyez pas? Et ce silence sur les images, c'est quoi? Je suppose que ce n'est pas la version définitive. Si. Il n'y aura pas de musique? Non. J'ai proposé une musique, il faut adoucir la situation. Adoucir n'est d'ailleurs pas le terme correct. Je voyais une musique lente, assez grave, un mouvement musical d'une réelle qualité artistique, enfin, qui puisse en quelque sorte apprivoiser l'émotion trop brute, trop brutale. La musique que vous voudrez, ça m'est égal, mais s'il vous plaît, quelque chose qui rompe avec ce silence d'éternité. Je ne suis pas d'accord. Et d'abord, il y a du son. RTLM, la radio génocidaire, et même une chanson. On entend le message, on voit le résultat. Et vous croyez qu'il faut aux téléspectateurs 8 minutes pour comprendre ça? Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec ce silence, vous sortez complètement du journalisme? Ça, ce n'est plus de l'information. C'est de l'esthétisme. C'est un effet. Vous faites des effets avec l'horreur. Je ne trouve pas ça très ragoûtant. À la limite, remettez au moins le son synchrone. Le bruit des pas, les voitures, le vent. Les mouches! Mais c'est que ça sensé, Bibi! C'est de la folie furieuse! Qu'est-ce qui vous prend? Je vous écoute, monsieur. Je respecte votre expérience et je comprends vos responsabilités. Nous ne sommes pas là pour faire de la provocation. Nous sommes là pour informer, c'est tout. Et c'est déjà pas si mal. Mais j'ai bien l'intention d'informer, monsieur. Aussi bien que je le puis, je vous l'assure. Alors parlez. Contrairement à ce que vous croyez, l'image ne parle jamais d'elle-même. Assumez votre rôle. Bibi, je vous en conjure, si vous tenez à tout prix à ce fichu silence, réduisez-moi ça de moitié, 4 minutes. 6 minutes. Tout de même, c'est un gros risque. C'est un très très gros risque. En avez-vous conscience? Si ça foire, vous en porterez personnellement la responsabilité. Bibi ne fit jamais son émission.
À travers nous, l'humanité vous regarde tristement. Nous, morts d'une injuste mort, entaillés, mutilés, dépecés, aujourd'hui déjà oubliés, niés, insultés. Nous sommes ce million de cris suspendus au-dessus des collines du Rwanda. Nous sommes à jamais ce nuage accusateur. Nous redirons à jamais l'exigence, parlant au nom de ceux qui ne sont plus et au nom de ceux qui sont encore. Nous qui avons plus de force qu'à l'heure où nous étions vivants, car vivants, nous n'avions qu'une courte vie pour témoigner. Mort, c'est pour l'éternité que nous réclamons notre dû. Narapfuye. 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 Baranyishe. Sindaruhuka. Sindaruhuka. Sindagira amahoro. Je suis mort. Sindagira amahoro. Je suis mort. Sindagira amahoro. Je suis mort. Je suis mort. Ils m'ont tué. Ils m'ont tué. Ils m'ont tué. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Ils m'ont tué. Je ne suis pas en paix. Je ne suis pas Je ne dors pas. Je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix.